Le point suivant est relatif au pacte de gouvernance de Nantes Métropole avec un avis qui nous est demandé. Le document en question avait dû vous être envoyé. C'est ce document avec cette belle photo là, aérienne de la métropole qui s'appelle pacte. Ah, vous n'avez pas de photo, mais c'est peut-être des économies que fait directement le logiciel. Et voilà, le pacte de gouvernance. Donc, quelques mots de synthèse pour vous exposer les grandes lignes du pacte de gouvernance. Je ne vais bien sûr pas relire les 17 pages. Ce pacte, il est soumis à votre approbation, comme dans chacune des 23 autres communes de notre métropole. Je vais me permettre de souligner ce qui est nouveau, ce qui me semble nouveau par rapport au fonctionnement de la métropole, du lien entre la métropole et les communes, un lien qui avait relativement peu évolué depuis une vingtaine d'années. La construction de notre intercommunalité, elle est ancienne, elle a connu des étapes dont on a déjà peut-être pu oublier les noms. Il faut remonter au ciment, c'était le nom très symbolique de cette première intercommunalité en 1982, donc il y a presque 40 ans, puis le district de l'agglomération nantaise en 1992, suivi de la communauté urbaine de Nantes en 2001, et qui est devenue métropole, Nantes Métropole, en 2015. Et à chacune de ces étapes n'a pas pu se faire sans définir les règles qui lient chaque commune, chaque élu métropolitain ou municipal à son intercommunalité. Alors on peut bien sûr uniquement tabler sur la bonne volonté et les bonnes paroles pour établir et partager ces règles, mais il est quand même mieux de les écrire, de les poser dans un écrit structuré, connu de tous, et c'est l'objet de ce pacte de gouvernance. Parce que la dernière fois que nos 24 communes et notre intercommunalité se sont accordées sur un texte définissant la gouvernance, c'était en 2001, avec la création, lors de la création de la communauté urbaine. Et ce texte, c'était une charte, ça s'appelait la charte des engagements réciproques. Aujourd'hui, il me semble y avoir nécessité de revoir la chose au moins pour 3 raisons. La première, c'est que 2001, c'est quand même loin, ça fait 20 ans. Qui se souvient de la charte de 2001 ? Eh bien, en tous les cas, pas moi. J'ai été élu maire en 2008, donc en 2001, je n'ai même pas eu connaissance de ce texte. Donc, il n'est peut-être pas tombé dans le domaine de l'histoire, mais pas loin. La seconde raison, c'est qu'en mars et en juin 2020, les nouvelles équipes municipales de nos 24 communes, elles ont quand même connu pas mal de changements, avec parfois des alternances politiques. Et on a pu aussi percevoir que dans certaines équipes municipales, certaines équipes avaient pu être élues avec une posture de défiance ou de méfiance vis-à-vis de la métropole. Alors, je ne crois pas qu'il soit exagéré de dire qu'il y avait une attente des nouvelles équipes municipales, de beaucoup de ces nouvelles équipes municipales, de clarifier, voire de refonder leurs relations avec la métropole. Et puis la troisième raison, c'est que la loi, depuis 2001, elle a évolué. Elle permet aujourd'hui des choses, depuis maintenant les derniers textes, sur l'intercommunalité, qui n'étaient pas possibles il y a 20 ans, et qui vont être intéressantes, je pense, pour mieux intégrer les élus municipaux dans les domaines métropolitains. Donc, à la fois cette évolution législative, des nouvelles possibilités qui vont répondre aux aspirations tant des élus municipaux que des citoyens qui souhaitent les uns et les autres être mieux associés aux enjeux et aux décisions métropolitaines. Alors, fort de ce constat, dès que le Conseil métropolitain a pu se réunir, c'était en juillet, notre présidente, Johanna Rolland, a proposé la mise en place d'un groupe de travail. Elle a été composée de maires, de maires et de conseillers métropolitains de toutes tendances politiques confondues. Ils ont travaillé pendant plusieurs séances, je n'en faisais pas partie, pendant 4 mois, pour aboutir à soumettre à chaque conseil municipal ce texte, le pacte de gouvernance, avant qu'il soit soumis. Là, on le soumet dans tous les conseils municipaux. Je suis allé le présenter à Thoiré lundi. On l'a aujourd'hui, nous, ici. Et il sera présenté au conseil métropolitain le 9 avril prochain. Voilà pour le pourquoi et le comment de la démarche. Venons-en au contenu. Donc, vous l'avez reçu, vous l'avez lu. 4 parties composent le pacte de gouvernance. La première partie concerne nos valeurs partagées. C'est quand même important de se caler sur nos valeurs et nos principes d'action. Les valeurs sont au nombre de 4. La solidarité. On
on le souhaite bien sûr au-delà des mots, hein. Le respect de l'identité des communes. Énormément de communes sont très attachées à garder des éléments de leur identité, bien évidemment, ne pas être fondues dans une masse informe. Et puis les deux autres valeurs, la confiance et la sobriété. Dans la sobriété, on peut penser sobriété des dépenses, bien évidemment. Sobriété aussi énergétique dans nos actions. Les principes d'action reposent sur la proximité. Nous avons, il existe des métropoles où il n'y a que des services centraux. En France, il y a des métropoles avec des services centraux. Nous, on a des services centraux et 7 pôles décentralisés qui permettent d'organiser l'action métropolitaine. Au départ de la communauté urbaine, il y en avait même 10. Et puis, ils se sont aperçus quand même qu'au fil des années, il y avait là aussi des économies. Et en marchant, on a vu que finalement, avec 7 pôles, ça pouvait très bien et mieux fonctionner. La question de la subsidiarité, c'est-à-dire que voilà, on ne fait pas la même chose que la métropole et en centrale, on ne fait pas la même chose que sur les pôles. La citoyenneté et le dialogue, c'est quand même deux principes qui s'épaulent mutuellement. L'innovation et l'efficience du service public, qui me semblent aussi aller bien ensemble. Enfin, l'alliance des territoires, parce que nous ne vivons pas sur une île déserte au sein de notre département. Et il est affirmé par ce concept de alliance des territoires, c'est un petit peu un mot concept, on affirme que nos liens doivent être tissés bien au-delà de nos communes, de nos 24 communes. Donc nous avons déjà des liens tissés avec Saint-Nazaire au sein du SCOT, mais aussi, et c'est plus nouveau, avec les intercommunalités voisines, comme nos voisins du Pays de Retz, avec qui, dans le mandat précédent, la métropole s'est engagée sur un contrat de réciprocité. Deuxième partie, c'est le cœur du document, alors qui vous décrit par le menu chaque instance de la métropole avec sa composition, son rôle et son champ de compétences. Les instances métropolitaines sont les suivantes. Il existe la conférence des maires, bon, tout est dans le nom, la conférence des 24 maires. La réunion de l'exécutif, donc c'est les élus de la majorité avec les vice-présidents de la majorité, qui permet d'associer tous les vice-présidents thématiques qui ne sont pas tous des maires. La commission locale de pôle qui associe ici pour nous, nous sommes 8 communes, les 8 maires du pôle et parfois leurs adjoints selon les thèmes abordés dans les commissions. Un thème à chaque fois et les adjoints concernés peuvent bien sûr y participer. Alors les G24, je vais un petit peu détailler, les G24 thématiques qui vont se généraliser pour permettre aux conseillers municipaux désignés d'être mieux associés. Alors je vais expliquer parce que là par contre je suis content d'avoir pu participer à cette évolution que je trouve positive. Ça n'existait pas ou très peu dans le mandat précédent et dans ma délégation qui était sur le handicap et sur le vélo, j'avais souhaité créer ces G24. Alors G24, c'est pour faire comme le G7, c'est groupe 24 comme 24 communes. Sur les 24 communes, au conseil métropolitain, 13 communes, donc la majorité plus une, n'ont que le maire comme élu. C'est-à-dire qu'il y a 13 communes qui ne sont représentées que par un élu, leur maire. Difficile d'être partout dans toutes les commissions, sur tous les domaines. Enfin, c'est impossible. D'où l'idée de se dire qu'on pouvait aussi associer des élus municipaux, qui ne sont pas des élus métropolitains, à l'intérieur de groupes, les G24 thématiques. Alors, je l'avais fait sur le handicap, ça a été très intéressant, parce que du coup, bien sûr, les maires ne participaient pas facilement à ce genre de réunion, mais ils envoyaient leurs collègues, souvent des adjoints ou adjointes, qui participaient. Il y a eu des échanges extrêmement intéressants. J'avais essayé de faire la même chose sur le vélo. Ça a été plus descendant. Il y avait moins d'échanges. C'était plus des... Vous savez, on a des services à la métropole qui sont des grands adeptes des PowerPoint. Quand c'est trop descendant, c'est plus difficile. Mais il y a eu aussi une tentative. Et j'étais un peu le seul à faire ça, parce que les commissions étaient réservées aux élus métropolitains. Voilà. Donc là, je suis très content de voir que cette idée se généralise. Ça va permettre d'impliquer beaucoup plus les élus municipaux. Et puis, il y a des instances techniques entre Nantes Métropole et la commune. On pense à la conférence des DGS, qui se réunit régulièrement, à laquelle Madame Sylvan sera invitée à participer. Il y a également la réunion du groupe des directeurs ou directrices des ressources humaines, qui échangent, et puis d'autres groupes techniques, bien sûr. La deuxième partie, elle répond aussi à la question de savoir où se prennent les décisions. Il y a 2 instances qui délibèrent. Nous, vous savez que la seule instance délibérative pour nous, c'est le conseil. Les commissions municipales n'ont pas de pouvoir de délibération. Il n'y a que le conseil municipal. À la métropole, il y a 2 instances. Il y a le conseil métropolitain, où nous sommes 98 élus,
et le bureau métropolitain qui prend aussi des délibérations où nous sommes 64 issus, 64 élus parmi les 98. Ce qui distingue les deux en termes de délibération, c'est le montant, quand il y a des travaux, c'est le montant de ces travaux. Plus il est élevé, plus on délibère, bien sûr, au niveau du conseil. Quand c'est des montants plus faibles, ça se passe en bureau. Il est précisé dans cette deuxième partie comment la métropole et chaque commune contractualisent pour réaliser les actions métropolitaines avec des budgets métropolitains, mais sur le territoire de chaque commune. Et il est important de rappeler, c'est mentionné dans le document, qu'aucune action d'aménagement ne peut se faire sur le territoire d'une commune sans son accord, quand bien même il s'agirait d'une compétence métropolitaine. Je vais vous donner comme exemple, un projet a été préparé d'une contournante de la ville d'Orvaux. C'était préparé à la fin du mandat précédent. Changement d'équipe municipale à Orvaux. Les nouveaux élus ont souhaité mettre fin à ce projet, ils n'étaient pas d'accord. Et la métropole, bien entendu, respecte les positions des communes. Le projet a été retiré. Et chaque commune se voit dotée d'une PPI, d'une planification pluriannuelle territorialisée, qui est établie sur la base de critères transparents, qui sont élaborés lors du pacte financier en début de mandat. Donc, il est en cours de réalisation. Ce pacte financier va aboutir pour le mois de juin. Il y aura des critères qui sont connus des 24 communes, qui sont appliqués et qui se traduisent ensuite par une enveloppe. Donc il n'y a pas de contestation de personne puisqu'on applique des critères, ce qui est une évolution depuis le mandat précédent. C'était déjà le cas, mais on a vraiment progressé par rapport à il y a 20 ans. Enfin, cette deuxième partie, elle souligne la volonté d'améliorer la proximité pour éviter, dans des structures aussi importantes que la métropole, un risque de déconnexion avec le terrain. Certaines métropoles, je vous le disais, en France, n'ont pas notre organisation déconcentrée en pôle. Ça existe donc depuis 2001 et c'est ce qui est nouveau en fait aujourd'hui dans cette organisation-là, c'est la création d'un poste, d'une vice-présidence en fait, un élu, d'un vice-président à la proximité, qui va justement aider à mettre aussi de l'huile dans les rouages quand il en faut entre les communes et la métropole. C'est une délégation qui est confiée à notre voisin Jean-Claude Lemasson, maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu. La partie 3, c'est la partie la plus novatrice, parce que l'évolution de la loi nous le permet. Elle permet en fait aujourd'hui d'associer des élus municipaux qui vont pouvoir mieux connaître et influer aussi sur les décisions métropolitaines. Je vous le disais, uniquement un seul élu dans 13 communes, ça ne peut pas être facile, bien sûr, pour tout suivre. Impossible de se démultiplier à l'infini. Il en découlait quand même un déséquilibre entre les petites communes de moins de 15 000 habitants et puis les autres qui avaient un petit peu plus d'élus. Désormais, les conseillers ou adjoints municipaux désignés par le maire vont pouvoir participer aux commissions métropolitaines. C'est tout à fait nouveau, ainsi qu'au G24, dont je vous disais le plus grand bien. Autre nouveauté, qui va tous nous concerner, là, tous les élus des 24 communes, la convention métropolitaine. L'idée, c'était de la réunir 3 fois durant le mandat. Il s'agit de réunir plus de 700 personnes. Si on met bout à bout tous les conseils municipaux des 24 communes, c'est plus de 700 élus. Il devait y avoir une première convention métropolitaine organisée en novembre 2020. Et vous imaginez bien sûr pourquoi ça a été reporté en raison des contraintes sanitaires. Parce que là, 700 personnes, c'est pas tout à fait facile en visio. Nouveauté pour l'information aussi de tous les conseillers municipaux, va être mis en place une lettre d'information métropolitaine, qui permettra de résumer, de synthétiser de l'information. Et puis, il y aura aussi un fonds documentaire. Il existe des tas de schémas, de divers documents préparés des fois depuis de fort nombreuses années qu'on oublie. Moi, je sais que j'ai découvert bien des années après avoir été élu maire qu'il existait un schéma d'enfouissement des réseaux aériens dans le bourg. C'était des choses qui remontent aux années début 2000. Donc même les techniciens qui eux-mêmes changent n'en ont pas forcément toujours de la connaissance. Donc là, beaucoup de choses vont être mises sur un fonds documentaire numérique, bien sûr. Et tout le monde, tous les élus, nos 29 élus, pourront y accéder. Par contre, on m'a posé la question lundi, je ne sais pas encore y répondre. Quand est-ce que ce sera fait ? Ça, je n'ai pas. Ça va être mis en place, je pense, dès 2021, mais je n'ai pas de date plus précise. Et la partie 4, c'est la partie où est abordée la question de l'information et de la participation citoyenne. Alors, la participation citoyenne, c'est une question qui est aujourd'hui suffisamment importante. Il
pour qu'un groupe de travail, là aussi, à la métropole, composé de maires, d'élus métropolitains, est en cours de constitution. Ce groupe, il est chargé d'approfondir, de détailler nos engagements sur ce sujet de la participation citoyenne dans tous ses aspects, pour nous proposer prochainement l'adoption d'un pacte de citoyenneté métropolitaine. Il y aura donc 3 documents socles qui vont constituer ce qui fait le lien entre nos 24 communes et la métropole. Le pacte de la citoyenneté métropolitaine, un pacte financier qui sera programmé au mois de juin, et puis aujourd'hui ce pacte de gouvernance que je viens essayer de vous synthétiser et sur lesquels vous êtes amenés à débattre et à voter. Voilà ce que j'ai essayé de faire de présentation pour ce pacte. Y a-t-il des interventions? Madame Pavageau. Merci, monsieur le maire. Donc, ce nouveau pacte de gouvernance soumis au vote du Conseil métropolitain du 9 avril 2021 est le fruit d'un travail de fond réalisé durant 4 mois par un groupe d'élus de toute sensibilité, réunissant maires et élus métropolitains. Il a également été enrichi des réflexions d'un groupe d'élus municipaux non métropolitains, désignés par les maires membres du groupe de travail, et d'un groupe composé de directeurs généraux des services de ces mêmes communes. Et ce, avant que chacun des 24 conseillers municipaux ne délibère pour avis, puis que le Conseil métropolitain d'avril prochain l'approuve définitivement. Madame Johanna Roland, présidente de Nantes Métropole, déclare « En ce début de mandat, j'ai fait le choix d'engager Nantes Métropole pour élaborer un pacte de gouvernance car je souhaite renforcer les liens entre Nantes Métropole et les 24 communes. Dans ce mandat, nous irons plus loin dans la gouvernance collective, avec une gouvernance plus partagée avec les communes, leurs maires et leurs élus municipaux, mais aussi avec les citoyens. Je veux une métropole forte qui porte les projets structurants pour toutes et tous, avec la proximité comme préoccupation permanente, mais aussi comme méthode. Pour M. Fabrice Roussel, premier vice-président, et M. Jean-Claude Lemasson, vice-président en charge de la proximité, un travail approfondi est mené en amont entre élus métropolitains avec des maires de la minorité autour des modalités de gouvernance de la métropole. Il a permis d'aboutir à un document qui comporte de nombreuses améliorations pour un plus grand partage encore entre les maires de toute sensibilité et l'exécutif et un renforcement des instances de proximité. En premier lieu, au sein des 7 pôles de proximité, chaque conseil municipal doit désormais s'en saisir avec la volonté que ce document dépasse les clivages et postures politiques. Ce pacte de gouvernance entre les communes et Nantes Métropole s'appuie sur 4 grands piliers que vous avez pu évoquer. Mais une fois ce travail approfondi, effectué, les élus de la minorité ne sont plus conviés, ne représentant alors plus les intérêts des citoyens de sensibilités différentes de la majorité, ni les élus de cette même sensibilité. C'est pourquoi nous ne pouvons soutenir ce projet qui divise et renforce les clivages et postures politiques. Ça c'est votre position et on peut la respecter, mais ce n'est pas tout à fait ce qui va se mettre en place, puisque justement, il va y avoir plus d'accès à un certain nombre de points que je citais, qui vont être organisés sur l'information, sur la participation. C'est vrai, des élus désignés par le maire, parce que bien évidemment, dans une commune, quelle que soit sa couleur politique, à la métropole, c'est comme pour le CIVAM, on a vu ce débat-là, une commune ne peut parler que d'une seule voix. Il ne peut pas y avoir 2 positions exprimées au nom d'une commune au sein de la métropole. Il faut bien évidemment une cohérence, mais quelle que soit la couleur politique. Mais sinon, ça va quand même permettre beaucoup plus de liens, de facilité, d'information. Enfin, moi, je vois du positif quand même dans cette nouvelle gouvernance. Du positif, du fait que vous êtes sur la majorité au groupe, au conseil métropolitain. Oui, mais il y a toute tendance dans les 24 communes, donc forcément, ce qui est important, c'est d'éviter l'éloignement entre une structure qui est quand même assez importante, assez technocratique aussi, et le terrain. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la grande avancée de ce pacte, c'est de permettre que les élus municipaux puissent, surtout pour les petites communes qui n'avaient qu'un seul représentant, eh bien, il y a une ouverture qui est faite, qui est très positive. Mais j'entends vos réserves. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions.
Bien, sinon, il y a deux choses. En fait, je vous propose donc moi d'émettre un avis favorable au pacte de gouvernance et de m'autoriser à accomplir toute formalité si jamais il y avait un document à signer se rapportant à cette affaire. Je vais donc mettre aux voix qui s'abstient, qui vote contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qui vote pour? Merci Thomas.